Jay, que pensez-vous? Alex, tu crois que c'est mieux qu'on se mette tous les deux là? Machine à laver, t'as parlé. Pourquoi une machine à laver? Parce que c'est là où. Parce que je pense dans un pressing en fait. Non, c'est là où il est censé. Je sais pas présenter Géraldine. On s'était fait beaucoup d'échanges mails, mais on s'était pas Exactement. encore rencontrés physiquement. Enchantée. Enfin, si, mais la précédente édition, mais pas très longtemps. Très vite alors. Ouais. On avait dit qu'on se ferait un déjeuner. Mais carrément, avec plaisir. Merci. Mais je t'en prie, je t'en prie. Ça parce que je là, je change pas les choses comme ça. Vous avez changé des mails, je ne savais pas. On s'est parlé. Voilà, il habite à Paris, mais c'est vrai que on a le siège de la boîte est à New York. Bon, à Londres, non, à Los Angeles. Mais c'est sympa. Comment? Quelle année tu penses que tu as parlé? Je sais, je pense, 3 ans, Ouais. 3 ans. Je m'occupe de la mode, de la beauté, des accessoires. Je suis business développeur. D'accord. On va aller chercher des nouvelles opportunités, donc c'est essentiellement pour la marketplace. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous allons commencer cette table ronde. D'abord, je voudrais vous remercier d'être là, d'être nombreux en ce vendredi après-midi, au beau ciel de l'hiver. Je voudrais d'abord accueillir nos conférenciers. À ma gauche, Géraldine Florin, qui dirige les partenariats du Who's Next et qui a été la fondatrice de la Villa Beauté. On va parler de la Villa Beauté que vous avez peut-être vu au démarrage du stand. J'accueille également Michael Jaïs, qui est le président de Launchmetrics. Vous nous expliquerez ce que c'est que Launchmetrics. Et puis Bénédicte Dupuis, qui s'occupe des développements fashion et beauté à La Redoute. Donc je vous remercie tous les trois d'être là, avec vos agendas compliqués. Alors, la question d'aujourd'hui qui nous intéressait, c'était de regarder les liens entre la beauté et la mode. Et pour tous autant qu'on est, en fait, ça paraît assez évident. En fait, bien sûr que c'est évident, puisqu'on voit de plus en plus de points de vente, de marketplace dans lesquels on a les produits qui sont vendus ensemble. Qu'on a des influenceurs, on va en parler tout à l'heure, qui sont des influenceurs de la beauté, qui sont aussi des influenceurs de la mode. Mais ce qui nous intéressait aujourd'hui, c'est d'aller un peu plus loin. En général, ce qu'on a l'impression de connaître et de comprendre, il faut aller un étage au-dessus, il faut essayer de comprendre. Et surtout, en quoi, pour moi, c'était ça qui était important dans ce sujet d'aujourd'hui, en quoi, justement, c'est fertile, en quoi ça génère plus de business pour les marques, plus de business pour les retailers et les marketplaces, et aussi en quoi c'est intéressant, évidemment, pour les consommateurs. Parce que finalement, si on génère des ponts, si on génère des points de vente nouveaux, etc., c'est aussi pour les clients qu'on doit se poser la question en quoi c'est fertile, en quoi ça crée quelque chose de nouveau. Alors, pour commencer cette table ronde, Géraldine, je voulais vous demander, dans un premier temps, peut-être pourquoi vous avez créé la Villa Beauté, encore une fois, que je vous recommande d'aller voir. Donc, pourquoi créer cette Villa Beauté ? Alors en fait, on a créé la Villa Beauté suite à une concordance de faits et d'envie, pour rester dans le thème, un alignement des planètes, on va dire, dans le domaine de la beauté, puisque on a eu des demandes pressantes et des marques de beauté et des acheteurs. Depuis quelques éditions déjà, nous présentions la beauté dans des petits pop-up stores ou des collective stores. Et on a remarqué aussi que ça fonctionnait très très bien. Donc toutes ces petites marques de beauté cherchaient à découvrir d'autres acheteurs. Par exemple parce qu'elles sont en activité chez Sephora et qu'elles voulaient agrandir leur circuit de distribution et qu'elles étaient un petit peu coincées.
De nombreuses marques aussi nous disaient on se sent mode, on aimerait être chez toi, on ne se reconnaît pas dans les salons qui sont plus instituts ou spa. Il n'y avait pas en fait de salon de beauté en France. Et parallèlement à ça, les retailers ont besoin aussi d'un nouveau merch, d'une nouvelle offre. Donc en complément du prêt-à-porter et de l'accessoire, la beauté était naturelle. Donc il y a vraiment eu un bon timing et des expériences fortes, grandissantes, qui ont fait qu'on s'est dit, là, c'est le bon moment. Et effectivement, ça a été fructueux, le lancement de la première ville de la beauté. Et donc, en fait, c'est la deuxième Villa Beauté. Hein, oui. Et c'était en septembre dernier. Et on voit que la taille, le nombre d'exposants, finalement, a à peu près doublé, je pense, par rapport à septembre. Presque, oui. Oui, effectivement, encore une fois, on répond à une vraie demande. Donc, on a eu beaucoup de demandes spontanées, des marques aussi qui ont souhaité revenir, et d'autres, on est très court en timing entre septembre et janvier, mais qui se sont déjà inscrites pour septembre prochain. Et c'est vrai qu'on se rend compte qu'en effet, il y a un vrai besoin pour ces marques-là. Et les acheteurs aussi, on se rend compte que ce qui est très intéressant, c'est qu'on répond bien sûr à des acheteurs spécifiques beauté, par exemple des department stores, mais aussi à des petits concept stores ou des détaillants même de France ou internationaux qui sont contents de pouvoir avoir des lignes qui ont peut-être entre 10 et 15 produits, donc qui sont très facilement intégrables à leur offre, alors que les marques plus installées présentent tout de suite des gammes beaucoup plus larges, trop larges. Donc il y a le côté mode des petits packaging, il y a le côté complément d'offres, et puis il y a le côté aussi complément de business, parce que si on ne peut pas s'offrir le manteau, on repart au moins avec un petit vernis, une crème, et aussi toute cette mouvance de transparence et de produits qui font que ça a beaucoup de sens dans leur offre. On a l'impression du Who's Next comme un peu un dénicheur, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, un dénicheur de nouvelles marques. Est-ce que ça c'est un positionnement, enfin vous définiriez comme ça Who's Next ? Oui, absolument. C'est vraiment dans notre ADN depuis 25 ans de soutenir la jeune création. Et encore une fois, c'est né avec ces collective stores, ces pop-up stores que moi j'appelle collective stores parce que c'est un collectif de marques où on avait déjà des marques de beauté, de lifestyle, de prêt-à-porter, d'accessoires. Et on se rend compte que, en fait, nous, on est exactement aussi un collectif store, mais à dimension XXXL. Et c'est pour ça que la ville a son sens, parce que finalement, on est la grandeur de ces petits collectifs stores qui fonctionnaient très bien. Et quel est depuis l'année dernière, j'imagine que vous avez pas mal parlé à vos clients, enfin aux visiteurs, aux acheteurs, etc. Comment ils réagissent ? Est-ce que pour eux, c'est assez évident, finalement de faire la jonction en fait entre la mode et la beauté? Eh ben oui, ça s'est fait très naturellement. Alors surtout qu'on a pris un parti quand même, on a joué le soin principalement, même si on a toujours quelques petites marques de maquillage, mais c'est vrai que la mode et la beauté sont évidemment liées depuis toujours. Les grandes maisons, qu'on parle de Chanel ou Givenchy, ont toujours eu leur collection printemps, été, automne, hiver de maquillage. Ou on a vu récemment aussi tous les lancements. Isabelle Marant qui a fait sa collab avec L'Oréal et rouge à lèvres. Jeanne Damas qui a sorti son rouge à lèvres. Il y a une évidence dans le maquillage, dans le parfum aussi bien sûr. On sait tous que les maisons vivent beaucoup grâce aux ventes de parfums et de vernis ou de rouge à lèvres. Et nous justement, on a pris en plus le challenge de jouer le soin pour aider toutes ces petites marques. Parce que nous, on est vraiment dénicheurs et aussi soutien de la jeune création. Donc, on a pris le parti. Et effectivement, on a été surpris de cette aisance et de cette évidence. Aussi bien côté, encore une fois, des petites marques, nous, c'est des bébés, elles ont souvent entre 0 et 12 mois, que des détaillants. On s'attendait vraiment à répondre à une offre department store, concept store. Et on était très surpris de voir que des détaillants de Bormes-les-Mimosas ou d'un pays comme la Croatie qui est passé ont acheté aussi pour compléter leur offre, dynamiser, créer une aspérité, une différenciation. Et nous-mêmes, on est ravis de ce succès. On ne pensait pas que ça prendrait aussi vite. On voit d'ailleurs pas mal de naturalité, de marques, pas mal de marques made in France, mais pas uniquement, et beaucoup sur des notions de développement durable, de naturalité. Je vous remercie d'avoir noté Elie, parce qu'en effet, on a choisi vraiment le prisme de la naturalité. Beaucoup de marques françaises et aussi internationales et notamment coréennes comme Eco Your Skin. Et pour nous, c'est crucial parce qu'on essaie effectivement de transmettre un peu les tendances. Et comme elle a été très bien vécue dans la food, il y a une vraie tendance de slow beauty, comme il y a eu comme il y a la slow fashion et d'autres choses. Et c'est encore plus important ce qu'on pose sur son visage par rapport à un vêtement qu'on porte. Donc on a pris ce parti de marques naturelles. Elles sont toutes naturelles. Et pour nous, c'est encore une fois,
une bonne stratégie. On laissera d'autres faire les autres histoires de beauté parce qu'il y en a beaucoup. Peut-être que nous, on ira sur d'autres histoires aussi un jour, mais on a pris celle-ci et il y a une vraie attente, il y a un vrai besoin et une vraie sensibilité. Elles sont très éduquées, les consommatrices, sur cette naturalité. C'est bien d'être. On a besoin de salons militants, je pense. Une dernière question, justement, et peut-être pour faire le lien avec ce que tu vas dire, Michael. Est-ce que justement l'influence, est-ce que les influenceurs au sens large et les réseaux sociaux, pour vous, ont été un élément décisif dans ce virage vers la beauté? C'est pas vraiment un virage vers la beauté, mais en tout cas le fait d'intégrer la beauté à la mode chez Who's Next. Alors oui et non. Nous, on avait vraiment cette conviction par justement tout ce qu'on avait vécu avec les petits pop-up stores. Et on est très proche de nos acheteurs, très proche de nos créateurs et nos marques et de nos détaillants. Donc pour nous, il y avait une évidence, il fallait qu'on se lance. Mais bien sûr que ça nous aide énormément, comme les influenceurs aident énormément sur le prêt-à-porter ou l'accessoire ou tout domaine. Donc on a d'ailleurs des ateliers beauté que je vous invite à y participer. On a aussi des animations avec des influenceurs. C'est certain que ça nous aide énormément et que c'est tellement 2018. Néanmoins, il y a encore une réalité business et émotionnelle qui sont certaines. Mais c'est vrai qu'encore une fois, quand une Jeanne Damas lance son rouge à lèvres, on comprend tout de suite que c'est un accessoire de mode. Le vernis en est un autre. Donc le fait qu'il relaie énormément, c'est extrêmement important. Mais comme le faisait auparavant la presse écrite, dans tout magazine de mode, on avait une partie beauté. C'est un écosystème qui fonctionne très bien. Merci beaucoup, Géraldine. Merci, Elie. Michael, en fait, la première fois que j'ai entendu parler de Launchmetrics, c'était à l'INSEAD. On était sur des conférences ensemble et j'avais été absolument fasciné par le modèle de Launchmetrics et le métier de Launchmetrics. Et c'est vrai que les influenceurs, on a l'impression pareil, hein, c'est un peu comme la relation entre la mode et la beauté, on a l'impression que c'est évident, que ça ne fait pas de questions. Les influenceurs, on entend tellement parler des influenceurs aujourd'hui qu'on a l'impression de vivre avec eux dans la même maison. Et puis, comme si toutes les marques du monde ne pouvaient plus se passer des influenceurs. Alors, en même temps, c'est très mystérieux. C'est comment ça marche, qui est influent, qui fait de l'engagement, etc. Ça me paraît quand même très, très complexe. Et le travail, j'ai l'impression, de Launchmetrics, c'est d'y voir clair. Donc je pense que ce serait bien pour le public d'aujourd'hui. Pour démarrer, je pense pas que tout le monde connaît Launchmetrics ni le métier que tu fais, une sorte d'agent entre les marques et les influenceurs. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que le métier de Launchmetrics? Oui, bien sûr. Merci Elie déjà. Alors, on est parti d'un constat assez simple. On est dans un secteur, celui de la mode, du luxe et de la beauté. Parce que nous, c'est vrai que de manière naturelle, on a fait les synergies entre ces secteurs. On est parti du principe du constat que les consommateurs, dans ce secteur plus qu'ailleurs, ils n'acceptent plus d'être interrompus dans la lecture de leur contenu sur les réseaux digitaux par la publicité, et que peut-être moins que d'autres consommateurs, ils ont besoin d'être convaincus par les marques sur les produits. Mais ce qu'ils attendent des marques, c'est d'être inspirés, peut-être encore plus que d'autres types de consommateurs. Donc la question, c'est pas d'essayer d'interrompre des consommateurs pour essayer de les convaincre, c'est de les intercepter là où ils sont pour les inspirer. Et donc c'est ça qui finalement est à l'origine du phénomène des influenceurs. C'est qu'en fait l'idée, c'est d'aller chercher les consommateurs là où ils sont inspirés. C'est pour ça que les influenceurs sont aussi importants. Donc nous, on est une plateforme d'interception marketing, et en fait, ça veut dire que ce qu'on essaye on aide les marques à faire plusieurs choses. D'abord, à les aider à comprendre leur audience, comprendre qui sont leurs influenceurs, comment justement est-ce que ces influenceurs inspirent leur audience. Ensuite, on les aide à mener des campagnes qui apportent une vraie expérience. Donc ça peut être du placement de produits, ça peut être du content marketing, ça peut être des événements. Et ensuite, on les aide à mesurer quel est l'impact de ces campagnes, aussi bien en termes d'image de marque qu'en termes de retour sur investissement. Voilà. Donc évidemment, les influenceurs sont au cœur de ce sujet. Pourquoi ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, ce sont eux
qui inspire les consommateurs de nos secteurs. À ton avis, qu'est-ce qui fait que les influenceurs inspirent plus les consommateurs que les marques elles-mêmes? C'est une question naïve, mais exprès, pour essayer de pousser un peu le bouchon plus loin. Mais qu'est-ce qui a été justement cet élément décisif qui fait qu'on écoute plus un influenceur qu'une marque, directement? Alors, je pense que l'inspiration, elle a changé dans le sens où ce qui inspirait, enfin en tout cas, les marques ont longtemps pensé que ce qui était inspirationnel, c'est ce qui était exclusif. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Ce qui inspire, c'est ce qui est inclusif. Donc, c'est compliqué pour une marque de devenir du jour au lendemain inclusif. Alors après, ça explique aussi le fait que les marques qui sont directement inclusives, elles ont un succès phénoménal. Mais pour une marque traditionnelle, la question, c'est comment est-ce que je peux devenir plus accessible tout en restant inspirationnel et exclusif. Et donc finalement, le meilleur moyen, c'est de passer par des interlocuteurs qui vont être à la fois représentatifs de l'image et du caractère inspirationnel de la marque, et en même temps qui vont être plus accessibles aux consommateurs. Et c'est vrai qu'on peut difficilement imaginer avoir accès à Karl Lagerfeld le matin dans sa salle de bain. Bon. Un influenceur, on va pouvoir le suivre depuis le réveil jusqu'au coucher. Et donc c'est ça qui fait que les influenceurs ont autant de succès. C'est très dangereux d'une certaine manière pour les marques parce que quelque part elles délèguent la proximité avec leur audience aux influenceurs. Mais c'est ce qui leur permet de passer d'une inspiration vraiment basée sur l'exclusivité à un équilibre meilleur entre le fait d'être inspirant et le fait d'être accessible à toutes les audiences. Et juste pour peut-être te faire répondre aussi à la question de Launchmetrics concrètement, parce que je pense que dans la salle, il y a peut-être des dirigeants de marque, oui, des retailers, etc. Donc moi, je suis une marque. Je veux y voir clair. Je veux parce que dans Launchmetrics, il y a Launch. Donc c'est comment j'aide peut-être des marques à lancer des produits ou même je suis un influenceur. Alors je suis une marque. Je veux lancer un rouge à lèvres en Hongrie. Je viens voir Launchmetrics. Comment ça fonctionne en fait? En fait, on va faire un premier brief sur lequel on va identifier quels sont les objectifs de la marque. Parce que souvent, on a des clients qui viennent nous voir en disant voilà, je veux travailler avec tel influenceur, mais finalement sans avoir d'objectif prédéfini. Donc nous, on va s'intéresser aux objectifs de la marque, parce que c'est un objectif de notoriété, de créer de la légitimité avec un certain nombre de consommateurs. Est-ce que c'est de renforcer la loyauté de ses clients? Et donc en fonction de ces objectifs, on va identifier quels sont les influenceurs qui sont les meilleurs. Donc c'est là où on rentre dans des catégorisations d'influenceurs. Donc il y a ce qu'on appelle les all-stars, qui sont des gens qui ont plus d'1 million de followers. Et donc ces gens-là, on va plutôt les utiliser pour créer de la notoriété. Ensuite, il y a des gens qui ont plus de 100 000 followers, mais moins d'1 million. Généralement, c'est des gens qui sont plus focalisés sur un sujet. Et donc là, c'est plus de la co-création, du co-branding qu'on va faire avec eux. Et puis il y a les micro-influenceurs, que les marques utilisent aujourd'hui beaucoup pensant créer de la proximité avec leurs clients, ce qui est vrai, ce qui est l'objectif, et qui permettent de créer plus de business. Donc en fonction de l'objectif de la marque, on va leur recommander un certain nombre, on va identifier quels sont les influenceurs potentiellement pour leur marque, avec des critères qu'on peut rajouter, qui peuvent être liés à des caractéristiques de la peau, à des caractéristiques géographiques, à tous les critères qu'on peut imaginer. Et ensuite, on va leur proposer également une stratégie de campagne. Et derrière, surtout, ce qui est important, c'est qu'on va être capable de mesurer l'impact de cette campagne, aussi bien en termes de reach que d'engagement, et aussi par rapport à l'ensemble des autres marques qui sont dans l'écosystème de notre client. Donc en fait, chez Launchmetrics, c'est en fait la connaissance, les datas des influenceurs et des marques extrêmement pointues. Est-ce que justement, pour revenir à notre sujet du lien fertile entre la beauté et la mode, qu'est-ce que vous avez observé ces dernières années de flagrant justement entre ces deux mondes qui fait qu'on peut se dire aujourd'hui, oui, il y a un lien de fertilité entre la mode et la beauté? Alors, déjà, en fait, quand on regarde les datas et qu'on prend l'angle de la mode et des événements clés de la mode qui sont les Fashion Week. Si on regarde les 2 dernières saisons, les 3 événements qui ont eu le plus d'impact pendant les Fashion Week, c'est le lancement de Fucking Fabulous par Tom Ford, c'est le lancement de Fenty Beauty,
et c'est le défilé L'Oréal. Donc déjà, ça veut dire qu'en fait, les 3 événements qui ont le plus d'impact, et quand on parle d'impact, on parle vraiment d'impact en termes de reach, d'engagement, mais également de valeur médiatique. On a un indicateur qui s'appelle la Media Impact Value qui le mesure. Ce sont des événements qui étaient associés au monde de la beauté. Et donc, la cross-fertilisation, en termes d'impact, il n'y a pas mieux. C'est mieux que les anniversaires, c'est mieux que les lancements de marque, c'est mieux que l'association d'une célébrité. C'est ce qui fait le plus d'impact pour les marques aujourd'hui. Donc, ça, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ça peut vouloir dire que, très clairement, le Customer Journey, enfin la journée d'un consommateur type, c'est le matin, je me maquille, je suis un influenceur, je me réveille, je me maquille sur Instagram, ensuite je m'habille, ensuite je vais, je sais pas moi, je vais prendre mon petit déjeuner dans un hôtel. Donc en fait, on suit vraiment le trajet quotidien d'un influenceur. Et donc aujourd'hui, c'est pour ça que la cross-fertilisation entre la beauté, la mode, le secteur du lifestyle au sens large, c'est déjà symbolisé par la journée d'un influenceur et la manière avec laquelle il est suivi au quotidien au travers des stories sur Instagram par ses followers. Juste une petite étoile de traduction. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est reach et engagement? Parce qu'en fait, c'est des notions qui sont extrêmement importantes, je pense, pour comprendre le monde de l'influence. Et je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est précisément reach et engagement, ou même les. Est-ce que tu peux quand même donner un éclairage sur ces points clés? Oui, bien sûr. Alors nous, on a l'habitude de qualifier un influenceur en fonction de 3 critères. Le reach, c'est-à-dire en fait son audience. Son audience, elle se mesure par le nombre de personnes qui suivent cet influenceur sur l'ensemble des réseaux sociaux sur lesquels il est présent. Ça peut être Instagram, plus Facebook, plus Twitter, plus son blog, plus si cette personne a également une collaboration avec un média, le nombre de personnes qui sont lecteurs de sa page sur un média online. Donc c'est vraiment l'audience globale. Maintenant, ça ne sert à rien d'avoir une audience qui soit très très forte si derrière cette audience ne répond pas, c'est-à-dire en fait n'est pas engagée vis-à-vis de l'influenceur. Donc cet engagement, il se mesure souvent par le nombre de likes, par le nombre de commentaires qui sont générés à chaque fois qu'un influenceur publie un document ou une photo. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'engagement. Et cet engagement, il est révélateur de la manière avec laquelle la communauté de ses followers interagit avec l'influenceur sur le sujet qu'il traite. J'imagine que si on prend Chiara Ferragni, elle va avoir qui est une influenceuse dans le domaine de la mode qui est extrêmement connue, elle va avoir beaucoup de likes si elle parle de la mode ou d'une marque comme Dior. Si elle parle du réchauffement climatique, je pense que l'engagement de sa communauté va être plus faible, parce qu'en fait, elle est beaucoup plus connue sous l'angle de la mode, bien évidemment, et du lifestyle. Donc ça, c'est le 3e critère, c'est le fait de se dire, prenez Barack Obama, il a énormément d'audience, il a un engagement qui est très très fort. Maintenant, s'il va donner son opinion sur une marque de mode, voilà, son expertise dans le domaine va être moins forte. Ça ne veut pas dire qu'il n'aura pas d'engagement, bien évidemment, mais c'est le 3e critère qui nous permet de qualifier des influenceurs de manière à trouver sur certains secteurs des influenceurs plus pointus. Dans le domaine de la beauté, effectivement, il y a des influenceurs qui sont spécialisés dans certains types de soins et donc qui vont peut-être avoir globalement une audience moins forte, mais qui est plus engagée sur le domaine du soin. Merci. Alors pour revenir au sujet, au bridge fertile, justement ce que tu disais tout à l'heure, vous voyez que les événements de la beauté dans le monde de la mode sont ceux qui génèrent le plus d'engagement, de reach et d'engagement. Qu'est-ce que ça veut dire pour les marques, justement? Qu'est-ce que ça construit comme business nouveau? Qu'est-ce que vous donnez justement comme conseil aux marques? Et est-ce que potentiellement tu penses que ça construit justement une expérience fondamentalement nouvelle pour les consommateurs? Alors, je pense que ce que ça veut dire pour les marques, et je pense que ce qu'elles sont vraiment en train d'appréhender, c'est que maintenant, il n'y a plus de confusion entre le fait d'être exclusif et d'être inspirationnel. On peut très bien être inspirationnel sans être exclusif. Et ça, je pense que c'est fondamental. Et je pense que dans le cadre des stratégies marketing de l'ensemble des marques du secteur, c'est une révolution.
Ça veut dire que c'est pas besoin d'être complètement hors de portée pour inspirer. Et ça, je pense que c'est un enseignement qui est très très fort. Et je pense que dans le lien entre la mode et la beauté, je pense que c'est ce qui va driver de plus en plus de rapprochements dans les mois et dans les années qui viennent. Donc ça, c'est un engagement c'est un enseignement qui est assez clair. Toujours vis-à-vis des marques, je pense qu'il y a un manque de maturité dans leur communication avec les influenceurs aujourd'hui, où finalement, on veut travailler avec des influenceurs parce qu'on pense que c'est ce qui rapproche des millennials. La vraie question, c'est quel type d'audience en tant que marque je veux toucher et comment est-ce que du coup, finalement, en fonction de l'audience que je veux toucher, je vais identifier quels sont les influenceurs qui sont les plus pertinents et pas l'inverse. Donc ça, aujourd'hui, c'est des bouleversements qu'on voit, qui sont intéressants et qui sont vraiment des évolutions importantes du marché. La dernière, c'est la notion de l'authenticité. C'est-à-dire qu'en fait, la plupart des marques aujourd'hui comprennent que il faut revenir à une communication qui soit plus authentique et elles cherchent des influenceurs ou des ambassadeurs qui peuvent mettre en valeur l'authenticité qu'elles peuvent avoir dans la relation avec leurs consommateurs. Donc ça, c'est vraiment les trois aspects qu'on remarque du côté des marques et du côté des consommateurs. Voilà. Alors, pour ce qui est des consommateurs, c'est assez étonnant. C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait penser que les consommateurs, du coup, ils perçoivent que les influenceurs, parce qu'ils sont payés par les marques, ils sont moins authentiques. On a fait un certain nombre d'analyses récemment et on se rend compte que c'est pas parce qu'un influenceur a 4, 5, 6, 7, 10 collaborations avec une marque qu'il a moins d'engagement. Et en fait que le niveau d'engagement de son audience ne dépend pas du nombre de collaborations qu'il a avec les marques. Ce que ça veut dire de mon point de vue, c'est que il y a un vrai changement dans l'appréhension que les consommateurs peuvent avoir de la relation avec les marques. Puisqu'en fait, ce qu'elles cherchent au travers des influenceurs, c'est des gens qui leur ressemblent et en même temps qui les inspirent. Donc finalement, le fait qu'ils achètent qu'ils soient sponsorisés par 7, 8 marques différentes, ça ne change rien à la perception qu'elles peuvent avoir de l'influenceur. Donc je pense qu'on a des consommateurs qui attendent plus de la part des marques, qu'elles les inspirent de manière indirecte avec les influenceurs, et en même temps, qui ne sont pas dupes. C'est pas parce qu'ils ont des collaborations multiples avec les marques qui vont leur faire confiance ou pas, c'est parce qu'ils vont correspondre à des critères d'inspiration qui sont proches de ceux des consommateurs. Donc, pour moi, on a aussi des nouveaux types de consommateurs. Merci beaucoup, Michael. C'est passionnant. Je voulais juste faire un petit point. Après cette conférence, vous pouvez rencontrer les conférenciers à la Villa Beauté, puisqu'on organise un petit thé. Je pense que, ce que vous venez de dire d'ailleurs tous les deux, ça donne envie de vous poser d'autres questions. Bénédicte, vous qui êtes à la Redoute, j'avais une première question. J'étais un peu intrigué par votre titre et je me disais, en fait, votre titre de développement fashion et beauty, c'est exactement le sujet de la conférence. Et finalement, j'ai l'impression que vous êtes sur comment est-ce qu'on trouve un effet multiplicateur entre les deux. Est-ce que c'est ça? Peut-être ce serait bien que vous expliquiez votre mission à la Redoute et en quoi elle est liée peut-être à ces deux sujets. Oui, volontiers. J'étais très contente de trouver une conférence qui pose la même problématique que celle de ma fonction et sur laquelle on réfléchit depuis un certain temps à la Redoute. La Redoute, elle a toujours proposé de la beauté, mais via de l'électroménager technique, à savoir des épilateurs, des sèche-cheveux, des lisseurs, toujours avec un aspect très sélectif où on allait chercher les bonnes marques et les bonnes références pour nos clients. Mais à un moment donné, s'est posé évidemment la question du make-up, puisque comme on faisait de nombreuses collaborations avec des créateurs, des designers mode, il y avait en effet du make-up et puis des soins qui pouvaient aller avec. Et aujourd'hui se pose la question du soin, qui est davantage en relation avec notre première offre de beauté technique. Ou pour davantage d'efficacité, sur un sèche-cheveux, sur un lisseur, on va avoir besoin d'un shampoing, d'un soin pour les cheveux qui soit correspondant. Donc là, mon job est assez commun. Je m'occupe en effet du prêt-à-porter féminin, où il est question d'aller chercher la marque tendance. Donc comme Géraldine, je vais
chercher des dénicheurs enfin je déniche plutôt des nouvelles marques, celles qui sont très jeunes ou celles qui sont peu connues et à qui le trafic et la notoriété de la Redoute peut donner de la visibilité. Et on estime qu'on peut faire des partenariats qui soient triple win, à savoir d'abord on est au service du client et d'autre part la marque en tire un chiffre d'affaires, un développement qui peut lui servir et la Redoute, elle, complémente son catalogue et son offre de façon plus cohérente. Et la mode pour nous et la beauté sont très liées, donc de toute façon depuis très longtemps, mais on avait peu investi jusque-là parce que la Redoute avait besoin de se repositionner sur la tendance de ses collections avant d'aller conquérir le marché de la beauté qui était jusqu'alors un peu moins mature. Et encore une fois, je rejoins Géraldine, la période est beaucoup plus propice aujourd'hui. Et à votre avis, comment, quel rôle peut avoir un retailer extrêmement connu et historique comme la Redoute dans cette jonction? Quelle valeur ajoutée vous pouvez amener? Vous m'avez parlé au téléphone en préparant la conférence de l'expérience sans couture. Je trouvais que c'était une expression, c'est une expression dont on parle pas mal en ce moment, mais intéressante, surtout au Who's Next, parce que parler des coutures en matière de mode, ça, je pense, c'est cohérent. Mais c'est vrai que cette expérience sans couture, on peut naviguer de l'un à l'autre. Et une autre chose que vous m'avez dit, qui m'a beaucoup intéressé, c'était l'exemple que vous me donniez sur la Redoute demain. Demain va faire du voyage. Et donc, si je propose un voyage dans un pays chaud, que je propose des produits solaires, c'est assez évident. Mais donc, j'imagine que vous avez pas mal d'idées comme ça dans la tête, justement, sur le sans couture. C'est quoi sur quoi vous voulez appuyer finalement à la Redoute, sur ces liens, sur ces ponts entre ces deux métiers? Je pense qu'un point très distinctif de la Redoute sur ces dernières années, ça a été l'accélération dans l'innovation et les outils digitaux. On est passé d'un catalogue à un site qui fonctionne très bien, une appli également, et on est en train de développer tout un tas de nouveaux services, notamment sur la fidélisation de nos nouveaux clients, et puis des services logistiques. Donc on a envie de mettre à destination des marques qui s'allient à notre enseigne cette efficacité qui est au service des clients, à savoir... Je vais acheter une robe, j'ai forcément la recommandation d'un produit associé. Elle peut être beauté, elle peut être accessoire. Quand on parlait en effet du voyage, qui est un service, une verticale qu'on a lancée en juin, donc qui est plutôt récente, on s'était dit en effet, si on a des clients qui partent au ski ou à la plage, on peut leur proposer du solaire. Mais avant ça, on leur a aussi proposé une sélection de robes, par exemple, ou alors de composition de leur valise. Et c'est un peu dans cette avancée du CRM qu'on voulait progresser, c'est-à-dire on connaît nos clients dans leur changement de saison parce qu'ils achètent de nouveaux vêtements, dans leur déménagement parce qu'ils achètent également de l'ameublement chez nous, mais on ne les connaît pas nécessairement dans quelque part le vieillissement parce qu'ils changent de soins, ils changent de make-up, ils peuvent avoir aussi une attitude différente quand il s'agit des fêtes. La fête des mères, c'est aussi un sujet sur lequel on achète beaucoup de parfums, de make-up, la Saint-Valentin. Voilà. Et on ne connaissait pas encore nos consommateurs-là, mais on avait la légitimité de pousser ces produits et on avait une relation aussi très fluide avec les marques quand on les approchait pour leur dire on a une clientèle qui est 90% féminine, elle cherche ces produits-là chez nous, on ne les propose pas encore, ascensions-nous pour faire quelque chose d'intéressant ensemble. Et en fait, on a l'impression aussi, en regardant l'offre de la Redoute, d'abord qu'elle est différente de ce qu'on peut trouver chez Marionneau, chez Sephora, chez Douglas, etc. Et c'est tout à fait logique, évidemment. Mais non seulement ça, on a l'impression aussi, un peu ce que je disais sur la Villa Beauté tout à l'heure, d'une offre quand même assez pointue. Et vous me disiez aussi qu'il y a un socle relationnel extrêmement particulier entre la Redoute et ses clientes. D'une immense confiance. Est-ce que justement là vous êtes servi de ce socle de confiance pour aussi proposer des marques, j'ai l'impression plus engagées peut-être sur l'éthique, sur le développement durable, la naturalité? Ouais. Alors, on a une image très réassurante auprès des clients parce qu'on a accompagné des générations d'achats et qu'il y a une relation très affective de la Redoute vis-à-vis de sa base client. Donc, dans ce sens, on va faire très attention aux produits qu'on intègre dans notre catalogue, mais on a aussi envie de pousser des marques pour lesquelles on trouve qu'on a des valeurs qui sont communes à celles de nos clientes. D'où notre intérêt principal en ce moment, d'aller vers des marques qui ont des formules très clean, exactement celles qu'on trouve à la Villa Beauté, mais également celles qui ont une valeur RSE, une démarche RSE plus avancée. Et du fait que les Galeries Lafayette soient rentrées au capital de la Redoute en avril, on
on va faire des actions communes, comme Go for Good, qui a été une action fashion du printemps dernier chez les Galeries Lafayette, qu'on a l'intention de répercuter également chez La Redoute. C'est génial. Et est-ce que, justement, une question intéressante sur l'avenir, peut-être, selon vous, avec ce regard non seulement de retailer, mais maintenant d'appartenance aussi à un groupe qui fait que vous avez une vision très très large, comment vous voyez les tendances de la beauté de demain ? Ouais, c'est une bonne question. J'en détecterai 3 ou 4. Je pense que le top du top en ce moment, c'est la personnalisation. On en parle de plus en plus, mais la techno dans la beauté est au service de la personnalisation, notamment sur le soin, pour formuler la bonne molécule en fonction d'un temps donné. Est-ce qu'on a la peau sèche le matin, mais plutôt grasse le soir? Et à ce moment-là, on n'utilise pas la même crème. Géraldine et moi, on n'utilisera pas les mêmes soins. Ça, c'est une première tendance. La deuxième, et qui a lieu depuis quelques années déjà, c'est le renforcement des collaborations mode et beauté. L'Occitane a fait plusieurs collaborations, notamment avec Calzedonia, avec Louis Etu, donc ou sur l'accessoire ou sur la lingerie. Il n'est pas exclu que La Redoute se lance sur ce sujet à un moment donné. On est démarché par certaines marques, mais on a envie de faire la bonne et au bon moment pour le bon lancement. La naturalité, aujourd'hui on parle de marques véganes, mais initialement toutes les marques sont véganes. Ceci dit, le zéro déchet et la formule très clean va être de plus en plus exigé des clients, avec davantage de transparence dans les ingrédients, dans la façon dont elles sont produites, d'où l'émergence des applications comme Yuka ou Clean Beauté. Et les influenceurs sont très prescripteurs à ce sujet-là parce qu'ils arrivent à traduire l'étiquette pour la cliente qui est moins connaisseuse, moins érudite sur ces sujets-là. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a, même si vous pouvez rencontrer donc, Géraldine, Bénédicte et Michael après cette conférence, est-ce que vous avez des questions? Y a-t-il 2 ou 3 questions avant de finir cette conférence dans la salle? On va vous amener un micro. Très bonne question. Avez-vous pensé à développer des marques propres? Je répète la question pour ceux qui n'ont pas entendu. Alors pour vous faire une réponse très transparente, ça a été notamment un des sujets de développement de la beauté, parce qu'on s'était dit que si on voulait être très légitime, il fallait pouvoir avoir nos produits. Néanmoins, on a pour le moment une indisposition logistique qui implique qu'on n'arrive pas à livrer des produits liquides qui peuvent exploser dans un colis et éventuellement abîmer une robe ou un autre produit qui soit dans le paquet. Donc on a cette difficulté-là. On se dit qu'on peut arriver à un compromis en faisant une collaboration initialement avec une marque très reconnue et ensuite développer une marque propre. Asos l'a fait, par exemple, avec un très bon formulateur et je crois que c'est plutôt bien réussi. Je crois qu'il y avait une deuxième question au premier rang. Bonjour, du coup. Moi, c'était pour les influenceurs. Depuis le début de l'année, on a vu des influenceuses qui sont assez connues, justement, qui se sont plaints qu'elles soient beaucoup trop demandées par les marques et qu'elles reçoivent justement trop de produits à tester en permanence et justement qu'elles ne voulaient plus du tout recevoir de produits ou beaucoup moins collaborer avec des marques. Et du coup, vous, en tant qu'agence, comment vous réagissez face à ça? Je pense que ça va se répandre à plusieurs influenceurs en France. Oui, je pense qu'en fait, c'est toujours la même question, c'est-à-dire en fait, pourquoi est-ce qu'on veut avoir une collaboration avec un influenceur? On va avoir une collaboration parce qu'on est sûr qu'il touche une audience qui est la nôtre, mais également parce qu'il a une affinité normalement avec la marque. Parce que sinon, ça rime à rien, ça dénature complètement le type de relation qu'on peut avoir avec eux. Donc, je pense que les marques n'ont pas forcément fait ce travail de recherche affinitaire et que du coup, voilà, elles ont essayé de cibler le plus largement possible. Un peu comme lorsqu'on fait un mailing, c'est-à-dire qu'on se dit, allez, on va envoyer des produits à 50 000 influenceurs et on va voir ce que ça donne. Et donc du coup, il y a forcément un phénomène qui est celui que vous décrivez, alors qu'en fait, justement, l'essence même de la démarche d'influence, c'est de trouver quelqu'un avec lequel il peut y avoir une relation affinitaire réciproque. Donc je pense que ce qui s'est passé en début d'année, et vous avez parfaitement raison, je pense que c'est un peu la fin de cette première vague sur les influenceurs où on s'est dit c'est génial, il faut absolument que ma marque soit associée avec des influenceurs.
et essentiellement d'ailleurs avec des micro-influenceurs parce que c'est des gens plus authentiques. Donc on va balancer des milliers de produits et on va bien voir ce qui revient. Je pense que ça, on va dire, c'est un peu une erreur de jeunesse et que là, on arrive à une phase beaucoup plus mature dans laquelle les marques se posent vraiment la question de l'affinité avec l'influenceur et que donc ça va se passer de moins en moins. Puis il y a un autre élément, moi je vais répondre, parce que je ne me suis pas présenté, donc je n'ai pas fait mon travail pour moi-même. Donc je dirige une agence de création qui s'appelle 100 degrés, on travaille pour des marques mondialement, pas mal de marques de beauté, et des marques dans le monde du luxe. Et il y a la question aussi, en plus de ce que vient de dire Michael, de la question de l'intégrité. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, et c'est vrai, je pense qu'on voit bien que les influenceurs qui ne sont pas intègres sont taclés extrêmement fortement. Par exemple, des influenceurs qui vont créer des marques demain et lesquelles marques sont moyennes, voire pas terribles, ils se font défoncer en fait par les réseaux sociaux. Et de la même façon pour les marques qui ne sont pas intègres, on voit avec la question de Yuka et toutes ces applications. Et aujourd'hui, il y a une forme de transparence. Où on est un peu nu par rapport à ce qu'on fait, à ces agissements. Le Dieselgate de Volkswagen, enfin, il y a beaucoup d'exemples comme ça, où si on n'est pas dans une démarche intègre, quels que soient ses choix d'ailleurs, on se fait très fortement tacler. Voilà, une dernière question. Alexandre, est-ce qu'on a le temps encore Bonjour. Est-ce qu'il vous est possible de nous donner un chiffre de combien le panier moyen augmente quand il y a cosmétiques et mode ensemble? À la Redoute? Oui. Une fourchette. Je préférais, ce pense plus significatif, de vous dire que nos data ont montré que le panier moyen de la beauté était bien plus important que ce qu'on croyait. À vrai dire, la beauté a été peu mise en avant à la Redoute jusqu'alors. Et donc, la conclusion qu'on en a tirée, c'était que la cliente avait de la difficulté à trouver le produit, mais que quand elle avait trouvé le produit, elle l'achetait. Et que la sélection actuelle lui convenait relativement, qui nous encourageait à aller plus loin et augmenter l'offre via des marques plus pointues et peut-être mieux connues pour lui offrir plus de choix. Oui, puis il y a aussi un autre élément de réponse, peut-être qui, lui, n'est pas quantitatif, mais qualitatif, c'est l'intérêt de l'expérience consommateur. Et ça, c'est vrai en retail. On voit, par exemple, en Corée, nous, on est souvent des points de vente. Je sais pas, je suis une marque de lunettes, eh bien, je vais créer une galerie d'art au premier étage, un institut de beauté au deuxième étage. Enfin, les Coréens, en fait, c'est un marché où il y a une concurrence absolument effrénée. On voit qu'ils essaient de lutter contre la lassitude en fait des consommateurs et je pense que dans l'e-commerce c'est pareil, pour autant que justement alors, sans couture ou sans chichi, je sais pas comment dire ça, mais en tout cas qu'il y ait un vrai lien intègre, c'est-à-dire que je peux vous proposer quelque chose qui n'est pas téléphoné et pas basique. Mais je pense que cette jonction des métiers peut générer vraiment un agrément, une excitation de l'expérience consommateur dont on a fortement besoin aujourd'hui, je pense. Oui, c'est vraiment le lifestyle, en fait, c'est le style de vie. Donc je suis ce que je consomme et c'est vrai pour le prêt-à-porter, la food et donc la beauté. Donc effectivement, ce sont vraiment des univers de style de vie. Donc quand on se reconnaît dans un univers par rapport au prêt-à-porter, à l'accessoire ou à la food, on intègre aussi en confiance la transparence et l'univers pour la beauté. Notre question au premier rang. La question c'est est-ce qu'à la Redoute vous avez identifié des profils de consommateurs qui sont cross-border? Oui, là complètement, et ça nous a permis de mieux les connaître. On a trouvé qu'il y avait un glissement des usages, qu'aujourd'hui on n'achète plus que de la mode ou que de la beauté ou que du technique. Et on peut faire un panier davantage composé, mais que nécessairement la cliente de 18-25 achète des marques qui sont plus éphémères, disons. Qu'entre 30 et 40, elle est bien plus fidèle aux marques qu'elle utilise. Et passé 40, elle utilise quasiment les marques qu'utilisait sa maman et éventuellement
sa grand-mère. C'est très intéressant pour nous de connaître ça parce qu'on s'aperçoit qu'elle peut éventuellement avoir un comportement différent sur les autres catégories de produits et qu'on peut arriver à en tirer des enseignements. Merci à vous tous d'avoir assisté à cette conférence. J'espère qu'elle vous aura intéressé, cette table ronde. Merci à nos 3 conférenciers d'avoir pris de leur temps précieux pour être ici. Merci, Elie. Merci à Who's Next d'avoir donné ce bon sujet. Merci. Bonne fin de salon, bonne fin de journée.